Dans cet exposé, je vais m'intéresser au projet épistémologique général de Cavaillés, qui apparaît dans le texte sur la logique et la théorie de la science, afin d'analyser la place occupée par la notion de structure et définir sa fonction. Je prendrai mon point de départ dans le page consacré à la théorie de la science de Bolzano, en essayant de le commenter pour montrer le contexte théorique qu'influence la lecture de Cavaillés. Je tâcherai en particulier d'indiquer les liens avec trois éléments fondamentaux. Premièrement, le contexte général du structuralisme mathématique en tant qu'ancrage technique fondamental de la pensée de Cavaillés. Deuxièmement, je reviendrai rapidement sur le projet hilbertien de la théorie de la démonstration, que Cavaillés analyse plutôt dans les méthodes axiomatique et formalisme, et auquel il semble songer dans son analyse ultérieure de la théorie de la science de Bolzano. Et troisièmement, j'indiquerai dans la théorie de la science de Husserl le cadre principal à partir duquel Cavaillés interprète la pensée de Bolzano et pose le problème spécifique de la théorie de la science. En invoquant la notion de structure comme solution au problème de la réflexivité des mathématiques, il me semble anticiper déjà dans ces pages sous Bolzano des éléments centraux de sa critique de la phénoménologie et mettre en lumière en même temps la portée proprement épistémologique de cette notion dans l'économie du texte sur la logique et la théorie de la science. Alors je commence par une introduction d'ordre général. Le nom de Cavaillés est d'habitude associé à l'idée d'une philosophie du concept qui met en avant son caractère asubjectif, voire antisubjectif, au profit d'une philosophie qui s'efforce d'exprimer les enchaînements autonomes des idéalités dans une perspective entièrement conceptuelle ou on peut définir aussi structurelle. Nourri par la culture mathématique allemande des années 30, Cavaillés serait donc l'un des premiers, au moins en France, à avoir adopté une vision centrée sur la notion de structure et à l'avoir emportée aussi au sein des sciences humaines, en anticipant en quelque sorte le structuralisme proprement dit qui définit le moment philosophique des années 60. Juste à titre d'exemple, je me réfère à une remarque de Canguilhem qui met en lumière cet aspect. Je cite, « Cavaillés a assigné 20 ans à l'avance la tâche que la philosophie est en train de se reconnaître aujourd'hui, substituer au primat de la conscience vécue ou réfléchie le primat du concept, du système ou de la structure. » Fin de citation. Alors sans vouloir discuter directement ce schéma historiographique qui oppose frontalement la philosophie de la conscience dont la phénoménologie serait l'expression paradigmatique et la philosophie du concept qui rassemblerait plus ou moins les tenants de l'épistémologie historique, le but de mon exposé, c'est plutôt celui de situer l'usage de la notion de structure dans son siège propre chez Cavaillés et d'illustrer la fonction épistémologique qu'elle me semble assumer. D'un point de vue mathématique, la formation de Cavaillés se joue à strict contact avec le structuralisme mathématique, notamment en Allemagne et auprès de l'école de Hilbert, et ça on peut le voir évidemment dans ses intérêts mathématiques qu'il développe dans ses thèses. En France aussi, il est en contact avec plusieurs membres qui constitueront le groupe Bourbaki, comme André Weil ou Jean Dieudonné, et il est aussi au courant des premiers travaux du groupe. Il faut le voir aussi dans sa correspondance. Il est donc tout à fait évident que le cadre mathématique dans lequel Cavaillés réfléchit sur la pratique mathématique et sur les questions philosophiques qu'elle soulève est celui des mathématiques dites conceptuelles et qu'il est, dans le sens mathématique de la notion de structure, est complètement familier. Dans sa correspondance avec Lautmann, qui ressort de la même culture mathématique, il s'est dit en effet, je cite, pris par des images architecturales et assez réalistes du développement mathématique. Alors si l'on prend la position de Lautmann comme terme de comparaison, on peut définir par opposition le type d'intérêt qui est dirigé sur la notion de structure par Cavaillés. Lautmann consacre en effet sa thèse principale à la notion de structure mathématique et son travail se présente explicitement comme un tentative de concilier la vision historique de l'objectivité des mathématiques, qui est héritée de Brunswick de manière essentielle, avec la vision structurale mise en avant par Hilbert. De ce point de vue, Lautmann interroge la notion de structure dans une perspective ontologique en essayant de caractériser la réalité propre aux mathématiques. La vision structurelle des mathématiques fournit, à son avis, la justification d'une forme très particulière du platonisme, que je ne vais pas discuter dans le détail,
Je vais juste citer une partie de la conférence sur la pensée mathématique où il dit ça de manière claire. Je cite: pour bien comprendre comment le tout développement récent des mathématiques peut justifier l'interprétation platonicienne que j'ai proposée, il me faut insister tout d'abord sur ce que l'on a appelé l'aspect structural des mathématiques contemporaines. Il s'agit là de structures mathématiques, mais nous verrons ensuite comment il est facile de remonter de ces structures mathématiques à la considération des structures dialectiques incarnées dans les théories mathématiques. Fin de citation. Au contraire, l'attention de Cavaillés est dirigée à la description des champs d'émergence des objets mathématiques, et il vise à caractériser cette dimension dans les termes d'une expérience propre en mettant en lumière les formes d'historicité qui l'animent. Si l'on essaie alors de comprendre quel est le rôle explicite de la notion de structure au sein de sa pensée, je dirais que son souci n'est pas tant de nature ontologique, donc il ne vise pas vraiment à caractériser le statut des objets mathématiques, mais il est plutôt de nature épistémologique, et il s'exprime dans ses réflexions sur la théorie de la science que l'on trouve dans le texte posthume sur la logique et la théorie de la science. Alors je passe à ma partie suivante où j'aborde directement ce texte. C'est sous la logique de la théorie de la science que la notion de structure est explicitement thématisée par Cavaillés à la fin de la première partie en occasion de l'analyse de la théorie de la science de Bolzano. Alors, à la différence du commentaire donné par Pierre Casounogues dans son livre de l'expérience mathématique, où il ne donne pas de poids particulier à cette notion de structure à propos de ce passage, je crois que Cavaillés fait de cette notion un emploi non naïf et qui situe cet emploi au centre d'un des problématiques fondamentales de ce texte, comme celle de la réflexivité de la connaissance mathématique sur elle-même. C'est juste une petite parenthèse historique. Ces pages sur Bolzano ont été publiées à part en 1946 sous la revue d'Occalion, donc elles constituent en effet la première partie de ce texte de Cavaillés à avoir été publiée. Et elles sont sans doute parmi les plus denses et intéressantes aussi du texte de Cavaillés, à qui va sans doute le mérite d'avoir introduit en quelque sorte en France l'étude de Bolzano, qu'il cite plusieurs fois déjà dans Méthode axiomatique et formalisme, ainsi que dans sa thèse complémentaire sur la théorie des ensembles. Justement, par rapport à ces thèses, où Cavaillés s'intéresse plutôt au texte mathématique de Bolzano, ici, sous la logique de la théorie de la science, il se réfère plutôt au cadre épistémologique qui soutient ses recherches techniques. Et même s'il ne cite pas directement des textes de Bolzano, on peut penser sans doute aux contributions en exposition mieux fondée de mathématiques et à la Wissenschaftslehre. Alors, pour mieux comprendre de quoi il s'agit, je cite d'abord le passage où apparaît la notion de structure. Ce passage se situe après avoir illustré les caractères propres à la science selon Bolzano, au moment où Cavaillés va introduire le problème spécifique de la théorie de la science. Alors, je cite: la difficulté apparaît aussitôt, non seulement de justifier et de préciser ces caractères, mais de situer la discipline qui les pose. La doctrine de la science est aussi prétention à la validité et à l'intelligibilité. Elle serait science de la science, donc partie d'elle-même. Il faut alors que ces énoncés ne soient pas constitutifs d'un développement particulier, mais apparaissent immédiatement dans une auto-illumination du mouvement scientifique, se distinguant de lui pourtant par leur permanente émergence. Tel est le rôle de la structure. En définissant une structure de la science qui n'est que manifestation à elle-même de ce qu'elle est, on précise et justifie les caractères précédents, non pas une explicitation qui aurait son lieu propre et serait à son tour objet de réflexion, mais par une révélation qui n'est pas distincte du révélé, présente dans son mouvement, principe de sa nécessité. La structure parle sur elle-même. Fin de citation. Alors, avant de nous pencher sur l'analyse de ce passage précis, tâchons de voir comment Cavaillés caractérise de manière générale la position bolzanienne et comment il arrive à poser ce problème spécifique de la doctrine de la science. Alors, quels sont les traits de la pensée de Bolzano qui sont considérés par Cavaillés? La prise en compte de Bolzano est placée immédiatement après l'examen des positions de Brunswick et de Brouwer, dans le texte sur la logique de la théorie de la science, qui sont rassemblées sous le titre des philosophies épistémologiques de l'immanence. Le problème principal que Cavaillés identifie chez Brouwer et Brunswick
c'est que la connaissance mathématique n'est pas thématisée par elle-même, mais en fonction de la connaissance du monde. De cette manière, ces philosophies représentent une méconnaissance de l'autonomie qui caractérise les mathématiques, et par rapport à ces positions, le point de vue de Boltzmann est introduit comme défendant le caractère nécessaire de la science et son autonomie vis-à-vis de la connaissance du monde. Alors tout d'abord, Cavaillés attribue à Bolzano l'individuation de ce que l'on peut nommer le trait eidétique fondamental de la science dans son caractère démonstratif. Il dit, je cite, c'est justement le souci prédominant de Bolzano de mettre l'accent sur le caractère nécessaire de la science. La science est avant tout théorie de montrer. En inscrivant à juste titre la théorie de Bolzano dans la syllabe leibnizienne de la Mathesis Universalis, Cavaillés reconnaît l'aspect critique que possède la théorie boltzanienne de la science, dans la mesure où elle s'interroge sur le fondement et la légitimité de la science considérée en tant qu'objet comme tel. De cette manière, il explicite ce qu'il entend lorsqu'il affirme que le souci prédominant de Bolzano, c'est de mettre l'accent sur le caractère nécessaire de la science, en disant la chose suivante, je cite, « La science n'est plus considérée comme simple intermédiaire entre l'esprit humain et l'être en soi, dépendant autant de l'un que de l'autre, et n'ayant pas de réalité propre, mais comme un objet sui generis, original dans son essence, autonome dans son mouvement. » Fin de citation. La critique à laquelle est soumis l'être même de la science vise alors comme première chose l'identification de ces traits eidétiques, c'est-à-dire ce qui constitue la science comme telle, et deuxièmement le principe qui précède à son extension. Alors, la première question que l'on peut se poser face à cette description de Cavaillés est alors la suivante. Peut-on relier ces remarques plutôt générales de Cavaillés à des thèses précises que l'on peut retrouver chez Bolzano, compte tenu qu'il ne cite pas, au moins dans ce passage, des références à des textes boltzaniens. Alors, j'essaie d'indiquer trois points fondamentaux. Alors, premièrement, au début de la deuxième partie des contributions à l'exposition mieux fondée des mathématiques, consacrée à la méthode mathématique, après avoir souscrit la thèse selon laquelle c'est dans l'essence de la méthode mathématique qui se trouvent les traits caractéristiques de toute exposition scientifique en général, c'est-à-dire après avoir affirmé la valeur paradigmatique des mathématiques pour la caractérisation de l'essence de la science, Bolzano montre, dans le paragraphe 2, que le domaine de vérité se constitue en une connexion objective qui régit le jugement vrai selon des rapports de raison et conséquences. Il dit plus précisément, je cite, « Dans le domaine de la vérité, c'est-à-dire dans l'ensemble de tous les jugements vrais, règne une certaine connexion objective indépendante de notre connaissance subjective contingente, en vertu de laquelle quelques-uns de ces jugements sont les raisons d'autres jugements et ceci les conséquences de cela. » Fin de citation. Bolzano semble de cette manière mettre au jour ce que Cavaillés identifie comme le caractère nécessaire de la science, régi par un ordre démonstratif et indépendant de la connaissance subjective. Deuxième point, on trouve au paragraphe 12, toujours des Beiträge, l'idée selon laquelle l'exposition de cette connexion objective des vérités correspond en effet à la notion de démonstration. Je cite une partie de ce paragraphe. Il nous faut donc entendre par démonstration scientifique d'une vérité l'exposition de sa dépendance objective par rapport à d'autres vérités, c'est-à-dire sa déduction à partir de vérités telles que l'on doit les considérer comme ses raisons et elles-mêmes inversement comme leurs conséquences, non par hasard mais en soi et par nécessité. Fin de citation. C'est d'ailleurs à travers l'exposition de l'ordre démonstratif de la science que l'on peut reconnaître les buts qui sont propres à toute exposition scientifique. Premièrement, la fondation ultime des jugements. Deuxièmement, la découverte de vérités nouvelles. Et troisièmement, la systématisation des pensées. Troisième référence. En fait, ces deux aspects, on peut également les retrouver en quelque sorte dans la Wissenschaftslehre, l'idée d'une objectivité autonome de la science dans la doctrine des vérités et des représentations en soi. Cavaillés semble donc chercher chez Bolzano un point d'appui pour caractériser le statut d'objet comme tel de la science et l'arracher à la fois à la conscience subjective et au réalisme platonicien. Alors sur ce point, je vais juste faire une petite
petite remarque, c'est sur la position ontologique de Bolzano. C'est Ulya Sinasser qui a caractérisé la position de Bolzano sur les objets logiques comme une forme de semi-réalisme conceptuel, en critiquant une interprétation trop rigidement platoniste qui est parfois attribuée à Bolzano. Cavaillés, pour sa part, semble attribuer à Bolzano une conception, sinon rigidement platoniste, au moins statique des objets logiques. D'autre part, il est intéressé à mettre au jour l'idéalité et l'autonomie de la sphère du sens, et c'est ce trait de la position de Bolzano qu'il souligne. De cet aspect, l'idéalité et l'autonomie de la sphère du sens, Cavaillés fait remarquer deux éléments. Donc l'indépendance de l'objectivité de la science de son mode d'actualisation contingente, c'est-à-dire il ne considère pas le statut d'objet culturel qui est propre à la science, et deuxièmement l'indépendance de la conscience subjective. Corrélativement, alors, l'autonomie de la science est la condition de son unité systématique. Il dit, je cite, « Une théorie de la science ne peut être que théorie de l'unité de la science ». Je passe à ma partie suivante sur le thème de l'unité de la science. Par rapport à Bolzano, Cavaillés insiste de manière spécifique sur l'aspect dynamique en tant que constitutif de la connaissance scientifique. C'est en effet un des traits caractéristiques de sa pensée, l'effort de décrire la progressivité des sens sur laquelle se fonde l'objectivité des domaines d'idéalité. En même temps, Cavaillés insiste dans ce passage sur le lien entre le caractère dynamique de la science et son unité. L'unité de la science se constitue au cours de son développement progressif. D'une manière générale, cette thèse peut être lue de deux manières différentes. Dans un premier cas, cela peut vouloir dire que le but visé par le développement de la science consiste dans une systématisation unitaire de la science qui permet une fondation ultime de la connaissance à travers l'identification de son sens originaire qui se maintient et peut être éventuellement réactivé au cours de son développement. Alors, selon cette perspective, la prise de conscience du sens qui guide le développement des mathématiques permet une unification des mathématiques dans la mesure où l'identité du sens garantit la validité de la discipline. Il s'agit par exemple du propos husserlien que l'on peut trouver dans Formale und Transzendentale Logik avec l'idée de Bézigne ou dans l'appendice sur l'origine de la géométrie. Mais ce n'est évidemment pas la signification de cette thèse chez Cavaillés. Il entend en effet dans un deuxième sens les liens entre l'unité et le mouvement de la science, en s'efforçant de montrer les reformulations du sens qui adviennent au cours de l'histoire des mathématiques. Cavaillés insiste plutôt sur le caractère des concepts de se poser à chaque fois comme des cadres synthétiques qui permettent une meilleure cartographie des théories existantes. Selon cette perspective, le sens véritable d'une théorie n'est pas compris de manière husserlienne et ne consiste pas dans l'explicitation de sa visée téléologique, mais plutôt, je cite une formule de Cavaillés, dans un devenir conceptuel qui ne peut s'arrêter. La théorie abstraite des ensembles, qui fait l'objet de sa thèse complémentaire, fournit un exemple très évident. Je cite le début de méthode axiomatique et formelle où il résume cet aspect. La théorie des ensembles naît du tronc commun avec la même nécessité naturelle que les autres théories d'utiliser pour son développement que les instruments normaux des mathématiques classiques. Inversement, ces résultats se révélaient chaque jour plus précieux en analyse et dans les domaines voisins. De ce constat, Cavaillés tire la conclusion suivante qui est placée à la fin de la thèse complémentaire. La réalité d'un raisonnement se trouve en quelque sorte mesurée par son brassage de matière mathématique, par l'unification qu'il procure entre objets, procédés déjà mathématiquement existants. Fin de citation. À mon avis, l'importance que Cavaillés attribue au thème de l'unité de la science par rapport à l'idée de théorie de la science révèle le rôle joué par la caractérisation husserlienne de la théorie de la science. Alors, sans bien sûr effacer complètement l'originalité de la position bolzanienne, je dirais que Husserl influence de manière significative la lecture donnée par Cavaillés. On trouve notamment au début des prolégomènes en logique pure une mise en avant du thème de l'unité de la science,
Et c'est, par exemple, au paragraphe 6, que Husserl insiste sur l'idée d'une unité systématique qui caractérise le domaine de vérité et sur le fait que l'essence de la science est caractérisée par l'unité d'une loi. Je cite rapidement. À l'essence de la science appartient donc l'unité de l'enchaînement des fondations, dans laquelle, en même temps que les connaissances singulières, les fondations elles-mêmes et avec elles également les complexions supérieures des fondations, que nous appelons théorie, reçoivent une unité systématique. Fin de citation. L'établissement des rapports de fondation permet de viser une architecture univoque de la science régie par une légalité essentielle. Les différentes parties qui constituent le domaine d'une science se conditionnent réciproquement selon des rapports de fondation. Chez Cavaillès, l'unité de la science ne se réfère pourtant pas à l'idée d'une fondation ultime, mais plutôt, comme il le dit, à l'idée d'une hiérarchie suivant les relations de dépendance, une science subordonnée utilisant les résultats de celle qui précède comme principe régulateur. C'est donc sur la base de la relation de fondation qu'il devient possible d'envisager l'unité de la science comme un trait constitutif de l'essence de la science et indépendant de ses réalisations historiques concrètes. Cavaillès affirme ici donc la thèse selon laquelle l'unité de la science est coessentielle à son caractère progressif. À cela se lie l'affirmation du caractère intrinsèque et clos du dynamisme de la science, c'est-à-dire la reconnaissance de sa temporalité propre qui signifie donc en même temps le refus de sa soumission à la temporalité des vécus de la conscience. Je cite alors deux passages qui soulignent ces deux aspects de cette thèse. Donc, le premier aspect, donc le lien entre l'unité, le mouvement et l'incomplétude du progrès scientifique. Cette unité et mouvement, comme il ne s'agit pas ici d'un idéal scientifique mais de la science réalisée, l'incomplétude et l'exigence de progrès font partie de la définition. Le deuxième aspect, le caractère clos et intrinsèque du dynamisme de la science. Seulement progrès autonome, dynamisme fermé sur lui-même, sans commencement absolu ni terme. La science se meut hors du temps, si le temps signifie référence au vécu d'une conscience. L'autonomie scientifique est simultanément expansion et clôture. Clôture négative par refus d'emprunt ou d'aboutissement extérieur. Fin de citation. Cavaillès met donc ici en avant la forme d'historicité qu'il attribue au champ d'idéalité en tant que tel, la temporalité qui préside leur genèse en tant que trait caractéristique de la science comme telle est liée à sa structure générale et possédant un principe de synthèse qui vise l'unité théorique. Inversement, on voit dans cette référence critique à la conscience comme dimension où se déploie la temporalité propre à la constitution des idéalités, une anticipation de sa critique de la phénoménologie qui est abordée directement dans la troisième partie de Sous la logique et la théorie de la science. À l'encontre d'une vision de l'historicité fondée sur la conscience subjective, Cavaillès décrit la progressivité des mathématiques comme une génération spontanée d'éléments intelligibles. Il nous semble que cette forme d'historicité que l'on peut définir comme purement internaliste, qui fait le propre de la conception de Cavaillès, ne correspond pas à des aspects que l'on peut retrouver directement chez Bolzano, au moins si l'on se limite aux travaux dont Cavaillès pouvait avoir connaissance. Cet aspect dynamique qu'il associe ici de manière étroite au statut de la science pour laquelle il se rattache à Bolzano, nous semble être tiré plutôt du contexte mathématique du structuralisme ou du proto-structuralisme. En particulier, je pense au discours d'habilitation de Dedekind de 1854 sur l'introduction de nouvelles fonctions en mathématiques. Alors je ne développe pas davantage cette référence pour passer à ma partie suivante sur la position spécifique du problème de la théorie de la science. Face à cette compréhension du statut de la science, Cavaillès passe à la question de la théorie de la science en soulignant la difficulté fondamentale de la position d'une telle discipline. La théorie de la science représente la science de la science, discipline qui préside à illustrer la validité et l'intelligibilité de la science comme telle. Alors, il n'est pas toujours évident de distinguer dans ces pages ce que Cavaillès attribue à la conception de Bolzano, ce qu'il partage de cette dernière et ce qu'il veut garder comme sa conception propre. Néanmoins, il nous semble clair que le statut d'objet sui generis affirmé par Bolzano et qui s'explique dans la thèse de l'autonomie et de la nécessité de la science permet de poser
le problème spécifique de la théorie de la science, même si, comme l'a souligné Pierre Casounogues, la théorie de la science telle que Cavaillés la formule ne correspond pas exactement à l'idée boltzanienne. Alors, je cite Pierre Casounogues: Bolzano ouvre le champ propre de la théorie de la science. Seulement ce champ, cette science autonome, Cavaillés ne l'interprète pas de la même façon et ne lui donne pas le même statut que Bolzano. La difficulté énoncée par Cavaillés de situer une discipline comme la théorie de la science, qui serait à son tour une partie d'elle-même, est en effet envisagée par Bolzano au paragraphe 2 de la Wissenschaftslehre. Mais Cavaillés semble prendre au sérieux cette difficulté et la poser explicitement dans les termes d'une justification de la possibilité d'une prise de conscience de la science sur elle-même. C'est à cet endroit qu'il fait appel à la notion de structure. Alors, je reprends rapidement la citation que j'ai donnée au début de l'exposé. La doctrine de la science est aussi prétention à la validité et à l'intelligibilité. Elle serait science de la science, donc partie d'elle-même. Il faut alors que ces énoncés ne soient pas constitutifs d'un développement particulier, mais apparaissent immédiatement dans une auto-illumination du mouvement scientifique, se distinguant de lui pourtant par leur permanente émergence. Tel est le rôle de la structure. Citation. Alors, il n'est pas, comme je disais, il n'est pas clair de voir ce que Cavaillés attribue à Bolzano et ce qu'il partage. Alors, il nous semble que l'on puisse analyser ce passage de cette manière. Alors, premièrement, comme je disais, c'est la conception bolzanienne du statut de la science qui permet de poser ce problème spécifique de la doctrine de la science. Après, ce problème n'est pas posé dans ces mêmes termes par Bolzano, mais constitue plutôt un des problématiques centrales du texte de Cavaillés, et il se lie au problème qui est posé au début du texte, à partir de l'analyse de la position kantienne sur le rapport entre logique formelle et logique transcendantale. Alors, ce problème est précisément celui de la réflexivité des mathématiques et amène en effet à considérer le rôle de la logique transcendantale en tant qu'elle permet une prise de conscience des conditions de possibilité de la science en général et son rapport avec la logique formelle. L'intervention de la position de Bolzano conduit donc Cavaillés à réfuter à la fois la solution kantienne et la solution husserlienne d'une conscience qui permet une compréhension et une justification du statut de la science. Au contraire, ça c'est le point de vue structural sur les mathématiques qui peut intervenir comme instance de compréhension de la science de l'intérieur, donc de son architecture et des rapports de fondation qui la traversent. De cette manière, Cavaillés me semble en train d'établir une sorte de lien implicite entre la position de Bolzano et les mathématiques structurelles centrées donc, sur l'idée de structure de la science en tant qu'outil d'organisation du savoir et de constitution de la théorie de la science. La structure de la science qui s'exprime donc dans la démonstration, dans sa double fonction architecturale et dynamique, donc principe de nouveauté des théories. Elle possède alors une fonction qui est en même temps holistique et, pour ainsi dire, transcendantale, dans la mesure où, comme le dit Cavaillés, la théorie de la science constitue un a priori non antérieur à la science, mais âme de la science. Alors, comme je l'ai annoncé au début de l'exposé, il me semble que trois éléments doivent être interposés pour comprendre comment la position de Bolzano puisse être interprétée de cette manière. Alors, premièrement, comme je disais, la conception husserlienne de théorie de la science. Deuxièmement, la caractérisation structuraliste des mathématiques. Et troisièmement, la théorie hilbertienne de la démonstration, à partir de laquelle Cavaillés semble esquisser son propre projet de théorie de la science. Alors, j'essaye maintenant de préciser avec quelques détails ces trois aspects. Premièrement, la théorie husserlienne. Alors, évidemment, Husserl reconnaît de manière explicite la dette avec Bolzano, par exemple dans l'appendice au paragraphe 60 des Prolégomènes, et l'influence de l'œuvre bolzanienne à travers sa conception de la logique et de la théorie de la science. Bon, un aspect fondamental qui relie la conception de Bolzano et de Husserl, qui nous semble au cœur aussi de la problématique générale de Cavaillés, consiste dans la mise en avant du côté méthodologique qui correspond à viser la logique comme une théorie de la science, en dépit de la théorie de la connaissance. La théorie de la science que Husserl élabore à partir des Prolégomènes vise à constituer une théorie des formes des théories possibles
dans une perspective qui a été qualifiée à juste titre de structuraliste. D'ailleurs, récemment, par exemple, par Milliard. De cette manière, Husserl vise en même temps une prise de conscience du but téléologique du développement des mathématiques modernes, le sens véritable de la doctrine de multiplicité étant de se constituer comme une doctrine générale et formelle de la science. Ensuite, dans logique formelle et logique transcendantale, ce projet se joigne explicitement à l'idée d'une fondation transcendantale. Alors, j'essaie de préciser cet aspect qui me semble se lier à la notion pas très claire d'une auto-illumination du mouvement scientifique auquel Cavallès fait allusion dans ce passage. Alors, le problème posé par l'idée d'une auto-illumination du mouvement scientifique porte sur la possibilité de la science de prendre conscience de son architecture en mettant en lumière sa forme, sa constitution. Attribuer à la logique formelle et le rôle de théorie de la science revient au fond à poser le problème de son rapport avec une éventuelle logique transcendantale. D'ailleurs, la justification du caractère normatif de la logique formelle et la légitimité de se poser comme théorie de la science représente le problème qui ouvre le texte sur la logique et la théorie de la science à partir de l'examen de la position kantienne. Dans ce contexte, Cavallès critique le recours de Kant aux facultés subjectives pour la mise en lumière de la notion de forme et le fait que la conscience puisse dégager la forme logique à partir d'une réflexion sur ses propres actes, dans la mesure où la forme logique chez Kant serait essentiellement dépendante des facultés subjectives, plus spécifiquement de l'entendement. C'est dans ce contexte de l'analyse de ce problème chez Kant que l'on retrouve cette notion d'auto-illumination, cette fois référée comme à une propriété de la conscience. Alors, je cite ce passage qui est tiré du début sous la logique de la théorie de la science. Entendement et raison, si abstraitement que qu'on les décrive, restent pouvoir de la conscience irréductible et en tant que tels sont caractérisés par la propriété d'une auto-illumination intérieure. L'acte est présent à soi-même et se peut ainsi déterminer. Mais qu'est-ce qu'une détermination immédiate qui ne serait pas l'accomplissement et comment la séparer de sa singularité? Le problème de la méthode ou de la règle est ici résolu par le recours à la notion de forme. Fin de citation. On voit donc le rapprochement avec la problématique boltzannienne, soulignée aussi par Pierre Casounogues. Comme la logique de Kant suppose une transparence à soi de la pensée, celle de Bolzano semble supposer une sorte de transparence à soi de la science. La position propre à Bolzano de la théorie de la science engage donc des difficultés aux yeux de Cavallès dans la mesure où elle prétend une réflexion immédiate de la science sur sa structure. Au contraire, on trouve chez Husserl l'affirmation de la nécessité d'une réflexion thématique sur les formations logiques. Chez Husserl, cette exigence correspond précisément à l'idée d'une fondation subjective des objets logiques, ce qui occupe la deuxième partie de logique formelle, logique transcendantale. Alors, pour illustrer cette exigence, je m'appuie rapidement sur le paragraphe 69 de logique formelle, logique transcendantale, où je cite: c'est dans une évidence immédiate que sont données tout d'abord les formations logiques et leur forme générale, et c'est nécessairement la première étape. Mais maintenant est exigée une réflexion thématique sur cette évidence, c'est-à-dire sur l'activité constructrice des formes qui auparavant s'effectuaient immédiatement dans une naïveté non thématique. Fin de citation. Alors, je dirais que Cavallès tire de Husserl l'exigence de la thématisation des formes logiques. La question que je pose et que je tâcherai maintenant d'illustrer dans ma conclusion est la suivante. Est-ce que le point de vue structuraliste sur les mathématiques permet d'envisager une telle démarche réflexive? Le problème qui se pose est donc celui de l'explicitation et de la fixation d'un certain champ de production des objets mathématiques. On peut voir peut-être dans l'idée de structure la fixation de certaines propriétés opératoires. En effet, le problème de la réflexivité de la pensée mathématique consiste dans le fait que la pensée mathématique se retourne sur elle-même pour extraire son principe. Cavallès décrit cette propriété à travers les deux mouvements d'abstraction qu'il nomme paradigme et
thématisation. Alors, la mise en lumière de l'exigence de réflexion de la pensée mathématique sur ses propres opérations conduit Cavaillés à s'écarter de l'idée d'une réflexion immédiate de la science sur elle-même, mais demande la mise en place d'une forme de thématisation. Il tire visiblement cette position de Husserl, bien qu'il ne partage pas le subjectivisme propre à la position phénoménologique. Le paradigme et la thématisation sont présentés par Cavaillés alors comme les deux procédés qui permettent d'extraire la forme logique indispensable à une théorie de la démonstration. Comme la science est régie par un ordre démonstratif, la structure de la science correspond à la démonstration. Je cite un passage de Cavaillés. La structure de la science non seulement est démonstration, mais se confond avec la démonstration. En elle se retrouvent bien les traits essentiels, unité, progression nécessaire et indéfinie, enfin fermeture sur soi. Fin de citation. Après le passage sur Bolzano, Cavaillés semble énoncer l'exigence d'une théorie de la démonstration dont les procédés fondamentaux sont le paradigme et la thématisation. De cette manière, l'analyse de la position de Bolzano, qui illustre l'exigence d'une théorie de la science, mène au passage suivant sur le paradigme et la thématisation. Comme l'essence de la science se trouve dans son ordre démonstratif, la théorie de la science doit se constituer comme une logique. Cavaillés esquisse alors une théorie de la science qui prend la forme d'une critique de la démonstration. Après avoir posé le problème de la doctrine de la science à partir de l'analyse de la position bolzanienne, il semble concevoir une logique qui se constitue comme une sorte de théorie de la démonstration. Alors, au moins dans son inspiration générale ou dans l'emploi de ce lexique, Cavaillés nous semble en train de proposer un rapprochement avec Hilbert et la caractérisation de la théorie de la démonstration en tant que critique des raisonnements mathématiques. Alors, j'essaie de préciser ce point rapidement. Cavaillés donc envisage une sorte de logique de la science qui semble devoir prendre la forme d'une théorie de la démonstration. On peut retrouver à la base de sa conception certains aspects qui se retrouvent aussi dans la théorie de la démonstration de Hilbert, notamment, comme je disais, l'aspiration de la théorie de la démonstration à se constituer comme une critique des mathématiques. On peut par exemple, je cite un passage de Hilbert tiré de l'article Nouvelle fondation de mathématiques. Il nous faut prendre les démonstrations comme telles pour objet de notre étude. Cela nous conduit à une sorte de théorie de la démonstration qui traite des opérations sur les démonstrations elles-mêmes. Et après quelques lignes, de même que le physicien consulte ses appareils, l'astronome sa position et que le philosophe critique la raison, de même, à mon avis, le mathématicien doit assurer ces théorèmes en premier lieu par une critique de la démonstration, et à cette fin, il lui faut une théorie de la démonstration. Fin de citation. Alors, l'exigence de lucider les caractères propres à la démonstration en tant que telle, et donc expliquer aussi le caractère productif des raisonnements mathématiques en critiquant la conception hypothético-déductive, guide aussi l'introduction de la théorie de la démonstration hilbertienne dans la méthode axiomatique et formaliste, avec, je dirais, une analogie frappante avec les pages consacrées à la théorie de la science de Bolzano, sur la logique et la théorie de la science. Alors, il y a là, il me semble, au moins dans la conception générale de Cavaillés, une sorte d'influence mutuelle entre ces deux projets, la théorie bolzanienne de la science et l'idée hilbertienne d'une théorie de la démonstration. Alors, je passe à ma conclusion, où j'essaie de préciser les liens avec la notion de structure. En effet, le point de vue, je n'entre pas évidemment dans les détails techniques, mais le point de vue structurel met en avant sans doute l'aspect architectonique des mathématiques. Il ne propose pourtant pas l'image statique et cristallisée des mathématiques, mais au contraire, comme il l'a montré par exemple Jean Toussaint Desanti, les structures portent toujours les traces de genèse, ce qui fait en sorte qu'on a toujours affaire avec un entrelacement de phénomènes structurels et phénomènes de genèse. En même temps, le propre de la notion de structure, c'est de renvoyer à un domaine d'idéalité qui peut relier entre eux différents champs opératoires.
je cite un passage de De Santi. L'introduction dans les mathématiques modernes d'un point de vue explicitement structurel a permis de mettre en évidence entre champs opératoires hétérogènes des connexions profondes et de les engendrer à nouveau à partir du même fondement axiomatique. Lorsqu'on définit, indépendamment de tout exemple, le concept de structure, on atteint par là, et on désigne aussi explicitement que possible, un certain nombre de schémas de construction et de procédés de démonstration que l'on mettra en œuvre dans l'édification de la mathématique formelle. Il n'est question ici d'assumer un fondement ultime, ni de découvrir une origine absolue à partir de laquelle on pourrait poursuivre une genesis Eisusienne. Il s'agit seulement d'un regard second par lequel le mathématicien distingue et décrit, d'une manière explicite, la forme de schéma possible dont la mise en œuvre lui permet de construire et de démontrer. Alors c'est sur cette idée d'un regard second que je voudrais porter l'attention pour conclure. Peut-on peut-être voir dans cette idée d'un regard second, permis par le point de vue structurel, une manière de prendre en compte ce problème de la réflexivité des mathématiques, en l'arrachant à un point de vue subjectiviste que Cavaillés critique de manière très claire. Ce point de vue vise en effet une compréhension unitaire des mathématiques, où l'unification est menée à travers la réalisation d'un cadre architectonique qui semble joindre la classification des branches des mathématiques avec leur émergence progressive au cours de l'activité mathématique. Alors, je termine alors avec deux citations tirées de Jean-Michel Salanskis dans son livre Philosophie de mathématiques, où il me semble illustrer cet aspect en le référant précisément au projet de Bourbaki. Je cite, la classification bourbachique divise les mathématiques d'après une différence d'instauration structurelle de l'objet. L'objet ensembliste 1 peut être mis en perspective, intentionnalisé, oserais-je dire, de trois manières, sous trois visages, ce qui suppose au bout du compte dessiner trois branches de la mathématique. Et finalement, donc, on voit une sorte de corrélation entre l'aspect d'unification des mathématiques, peut-être appelée la géographicité des mathématiques, avec son émergence progressive, donc avec son caractère historique, ce qui fait en sorte que la géographicité et l'historicité des mathématiques soient en quelque sorte corrélatives. Alors, je cite, que la mathématique ait une géographie propre de motivation et de nécessité purement mathématique, c'est l'historicité herméneutique propre de la mathématique qu'en témoigne. La géographicité propre et l'historicité propre de la mathématique sont donc solidaires, et leur couple dément conjointement l'idée un peu plate que l'on peut se faire de la mathématique si l'on entend sa compromission avec l'idéalité de la mauvaise manière, ou si l'on cède à leur réduction idéologique ambiante au calcul. Merci pour votre attention. L'architecture des maths, et donc pour les sciences, de la science plus généralement, et donc aussi pour garder l'idée d'unité. Mais de l'autre côté, c'est vraiment lié au besoin de montrer qu'à travers différents champs opératoires, on recouvre, on retrouve, on revient, je ne sais pas quel verbe utiliser, en un domaine d'égalité. Donc il y a un domaine d'égalité qui fait le lien entre différents. Est-ce que c'est bien ça que j'ai bien compris ou est-ce que j'ai pas compris là? Oui, je dirais que, en effet, le souci de Cavaillés, c'est en quelque sorte trouver un trait unitaire qui travaille différents champs, des champs d'émergence d'objets qui finalement s'explicitent dans la formulation d'un objet plus abstrait. On voit ça par exemple dans la thèse sur la formation de la grille des ensembles. Il examine différentes branches où il voit émerger au fur et à mesure des concepts qui au début ont
fonctionnent purement opératoires et qui à la fin sont thématisées comme idéalité nouvelle, comme celle d'un ensemble en tant que tel. Et cela permet une sorte de prise de conscience de l'historicité qui est propre aux objets mathématiques, parce que ce sont des domaines d'idéalité qui ne sont pas présupposés au début, mais ils sont thématisés de manière graduelle. Voilà, et là, alors j'arrive avec la question, il part toujours un peu de la genèse. Quand on parle de la dynamique, on insiste toujours sur la partie genèse. Mais la dynamique, ça peut comprendre aussi la mort, ou la disparition, ou la transformation d'un domaine qui ne peut plus être comparé avec un domaine précédent. Est-ce qu'il traite ça aussi ou pas vraiment? Alors, je dirais que il ne traite pas directement cette question, mais c'est en effet un problème qu'on peut se poser en lisant Cavaillés, parce qu'il est vrai qu'il est très influencé par un certain cadre de problèmes mathématiques qui correspondent aux problèmes mathématiques comme il traite, et que de cela il essaie d'extraire une sorte de conceptualisation de fonctionnement des mathématiques. Va peut-être être reformulé si on essaie de les appliquer à d'autres champs. Il y a par exemple un article d'Alain Michel, il me semble qu'il traite cette question, comment faire pour que il essaie en quelque sorte de relativiser le type d'historicité qui prend en compte Cavaillés à les domaines des mathématiques auxquels il s'intéresse. Oui, c'est plutôt dans un certain sens une remarque qu'une question, mais là une question. Ce qui me frappe dans ce que vous faites, c'est que vous avez parlé vous avez commencé au début à comparer Cavaillés et Hoffmann, puis après il a été question de structure. Et la question que je me pose est la suivante. Quand vous avez parlé de structure, c'était la logique sur la logique de la science, c'était en référence à Bolzano, mais en ce cas-là, il ne s'agit pas de structure mathématique au sens technique du terme, il s'agit d'autre chose. Donc, la remarque que j'aurais à faire et qui appelle une réaction de votre part en un certain sens, c'est que il me semble que autant Lottmann, je ne suis pas objectif, on va dire, il me semble que autant Lottmann aborde les structures mathématiques et justement les traite à fond pour essayer de poser le problème de la réalité mathématique. Et il me semble que ce que fait Cavaillés est assez différent et pour le coup, j'allais dire, à la fois en un certain sens étonnant pour nous, mais comme toujours c'est étonnant et puis après on peut se rendre compte que c'est pas si étonnant que ça. C'est que sa thèse, ça s'appelle méthode axiomatique et formalisme. Et il me semble que dans cette période des années 30, et c'est en un certain sens ce que dit quelqu'un comme Dieudonné bien plus tard, pour nous, quand on dit méthode axiomatisme et structuralisme, c'est à peu près synonyme finalement. Les deux vont ensemble de façon très claire. Et il me semble que justement, le fait de voir que Cavaillés parle de méthode axiomatique, ça ne fait aucun doute, y compris si on va au-delà de la lecture du titre, mais ne parle pas vraiment de structure au sens mathématique, ou en tout cas, même si c'est sans doute de quoi il s'agit, n'en tire pas profit, ça pose la question de la distinction qu'il faudrait faire à cette période entre méthode axiomatique et théorie des structures ou structuralisme. Moi, j'aurais tendance à dire que Lottmann, il parle de méthode axiomatique et il est structuraliste en un certain sens. Après, on peut adhérer ou pas à la partie platonicienne de son propos. Pour Cavaillés, je ne suis pas complètement convaincu et il me semble que quand il parle de structure, c'est d'autre chose en fait. Et l'autre point, puisque vous avez fait une remarque historique, c'est qu'il me semble qu'on a intérêt à distinguer, en prenant en compte en particulier les conditions de rédaction, sur la logique et la théorie de la science, de méthode axiomatique et formalisme, et que c'est peut-être pas complètement anodin le fait que quelque chose qui s'appelle idéalisation, en référence à la méthode des éléments idéaux sur l'infini de Hilbert en 1925, ça s'appelle dans la logique et la théorie de la science paradigme, et puis idéalisation. Et du coup, ça pose la question, est-ce que c'est la même notion ou pas? Et pourquoi on change? C'était des remarques, mais... Non, mais merci beaucoup. Après, peut-être je suis
pas très bien expliqué, mais effectivement, sur le premier point, je suis d'accord, c'est-à-dire, je pense qu'effectivement, déjà si on cherche chez Cavaillès une référence explicite aux structures abstraites, aux ces problèmes, on ne le trouve pas. Et la seule notion de structure explicitement formulée, on la retrouve dans ce texte, dans les pages sur Bolzano, où justement le souci n'est pas tant de question ontologique, mais il me semble qu'elle intervient pour ce problème de la réflexivité des mathématiques, donc avec une fonction strictement épistémologique. Après, comme il ne semble pas adhérer, il critique justement la solution kantienne et husserlienne d'une prise de conscience à travers justement la conscience subjective, et en même temps il semble critiquer aussi le fait que cette prise de conscience puisse se faire de manière immédiate. Je me demande, mais là vraiment je n'ai même pas les techniques d'explorer cet aspect, mais il me semble qu'une caractérisation structuraliste des mathématiques peut suggérer une sorte bon, en effet, ce qu'il essaie de faire avec le paradigme de la thématisation, c'est un peu élucider des structures générales, opératoires, qui... mais... il me semble que Gottman se passe plus clairement au niveau des structures qu'au niveau des êtres mathématiques que Cavaillès, pour le coup. Justement, bien sûr, sur la différence entre Lautmann et Cavaillès, je suis absolument d'accord. Je pense que chez Lautmann, déjà, il a ce souci, il est beaucoup plus explicite dans le fait qu'il synthèse aux structures mathématiques, et il a ce problème ontologique de caractériser la réalité des mathématiques à travers les structures de manière absolument claire. Ça je suis complètement d'accord. Et je dirais seulement qu'effectivement, en lisant ces pages sur la logique relative de la science, où cette notion de structure intervient, à la fin on reste un peu avec le goût de comment la théorie de la science que Cavaillés semble esquisser de manière un peu générale devrait se formuler. Mais peut-être on ne trouve pas chez Cavaillés des éléments suffisants pour expliciter cette idée, parce qu'au fond le texte est inachevé. Après, votre réponse est intéressante et suggère aussi. C'est qu'en fait, en effet, on pourrait se dire que pour Cavaillés, la réflexivité des structures algébriques, c'est exactement ce qu'il lui faut. Et qu'il devrait en parler. Et il n'en parle pas. Et il y a une réponse, il y a quelqu'un qui en parle, sans citer Cavaillés, et qui tient exactement ce discours. Quelques années plus tard, c'est Jules lui-même dans la philosophie de l'Algérie. Et qui dit que justement, dans sa leçon inaugurale au Collège de France, et qui indique justement qu'en fait, c'est les structures et le structuralisme mathématique qui va permettre de résoudre de manière mathématique le problème de la réflexivité. Et donc en fait, il fait exactement ce qu'on aimerait trouver dans Cavaillés en tout suivant. Et ça, c'est en 62. C'est plus tard. Il me semble, disons, que les mots, disons, structure est, disons, utilisé de manière différente aux années 30. Ce qui est aussi toujours yes, je trouve toujours le main, et bien entendu, il y a les fascicules des résultats des ensembles de parties de 1939. Mais, et on dit toujours, bon, c'est la première définition technique, disons, de structure. Après, puisqu'il y a un livre traduit en français chez Hermann, Actualité scientifique industrielle, de Onsan Ore, et 1936, où, disons, les mots de structure est utilisé d'une façon technique, mais, disons, grosso modo, en disant, par rapport à la théorie des treillis. Donc, il y a aussi des usages techniques au sens mathématique du mot structure qui précède l'usage technique des Bourbaki, de la fascicule des résultats, et elles seront tout à fait indépendantes
il faudrait aussi souligner le fait que la définition des structures dans les fascicules des résultats, c'est les fascicules des ensembles, comme on le sait, a été écrit par Dieudonné, et la définition des fascicules est fautive. Il n'y a pas. Donc il faudrait presque 15 années et dans le livre sur la théorie des ensembles, et on pose, disons, remède à cette définition qui est mais disons, le prix, c'est plutôt, disons, de faire des choses assez, des types de structures, et tout ça, des échelons. Ça devient assez technique. C'est pas une question, mais plutôt une remarque. Merci beaucoup. Mais si vous voulez, chez Cavalier, il n'y a pas un véritable usage technique de la notion de structure. Oui. J'avais une question sur il y a beaucoup de questions à propos de la genèse des concepts mathématiques. Je me suis demandé si on ne peut pas utiliser une heuristique comme base des structures de genèse des concepts mathématiques. Est-ce qu'il y a des traces de cela dans le texte de Cavalier? C'est-à-dire que... Oui, qu'est-ce que vous entendez par ça? Comment une personne qui est mathématicienne, comment cela se passe réellement au moment de... Ok, oui, je vois. Je dirais que... je dirais que la Cavalier essaie d'assumer une perspective qui est plutôt objective, c'est-à-dire qu'il ne prend pas vraiment en compte les aspects de la genèse effective dans la mathématique. Les concepts se passent, ça, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de mettre en lumière les traits eidétiques d'une genèse qui est interne au champ d'idéalité, qui ne passe pas évidemment, elle passe par l'analyse du travail des mathématiciens, mais ce n'est pas un problème, je dirais, effectif. Je ne sais pas si j'ai bien compris cette question. Il y a une façon d'aborder donc les structures en mathématiques qui est beaucoup plus proche du travail quotidien des mathématiciens et qui prend cette structure qui peut être une structure architectonique, mais plutôt en fait, c'est-à-dire comment ça se passe réellement quand disons, prenons l'exemple de la théorie des ensembles, Cantor et Dedekind qui correspondent, qui communiquent, et comment ça se passe réellement quand il y a une émergence, il y a un concept qui émerge, un concept nouveau qui émerge. Alors, on peut se poser la question de la structure possible des chemins, le cheminement, voilà. Un cheminement, une heuristique, s'il vous plaît, de cette émergence. Je ne sais pas si... Oui, alors, oui, évidemment, ça c'est... si j'ai bien compris la question, évidemment, oui, ça c'est le problème, c'est un des problèmes principaux de Cavalier, évidemment. Et après, il a édité aussi avec Emile Matteuil la correspondance Cantor-Dedekind, donc il s'intéresse évidemment oui, à celui et la traduite ensuite.
Puis synthèse, évidemment, c'est à l'émergence des concepts dans la pratique mathématique et comment se fait qu'un concept qui est employé comme différents champs où ce concept n'est pas thématisé par lui-même converge à faire émerger un concept abstrait qui prend un certain autonomie, ça peut être le cas de les ensembles. Après, oui, dans ce sens, oui, après, il ne s'intéresse pas, je dirais, dans l'histoire factuelle des mathématiques. Dernière question. Alors pourquoi est-ce que Cavaillé s'oppose tellement au point de vue phénoménologique ou logique transcendantale? Disons, pourquoi la subjectivité est tellement un problème pour l'unité de la science? Je dirais il y a deux points à considérer. D'une part, c'est que, au moins dans la lecture de Cavaillès, la réduction à la subjectivité représente justement une réduction de, si vous voulez, une puissance dynamique qui est propre aux idéalités elles-mêmes. Pour réduire, il critique souvent la réduction à la conscience effective en entendant la réduction à la représentation dans une conscience. Il prend ça comme une thèse kantienne et il critique ça. Et il lit de la même, sous la même ligne aussi la conscience husserlienne. Et le deuxième aspect qui est bien sûr corrélatif à cela, c'est que la vision phénoménologique qui est centrée sur la conscience implique une vision de l'historicité des mathématiques qui ne correspond pas à comment le développement mathématique effectif se déploie, parce que la vision husserlienne implique une histoire des mathématiques téléologiques qui vise à la réalisation d'une théorie de la science dans les termes formulés par Husserl, et cela ne correspond pas à la manière que Cavaillès analyse au moins dans ses thèses, ou des conclusions qu'il semble tirer de ces thèses. Il critique justement l'idée du fait qu'on puisse reporter un sens originaire, etc. C'est un problème à la fois de conception de l'historicité et aussi de subjectivisme qui est touché au sol. Je me demandais, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a des éléments structuralistes chez Cavaillès qui pourraient se comparer aux aspects structuralistes chez Cassirer? Parce que dans la critique, chez Cavaillès, on a une critique du kantisme et des résidus psychologistes du kantisme qui ressemble pas mal quand même à la critique des Cassirer, qui est dans une perspective explicitement structuraliste, le fait qu'il faut remplacer la logique de prédicat par une logique de relation, etc. Puis il y a d'autres aspects d'ailleurs structuralistes de la pensée de Cassirer, liés à l'idée du circulateur d'unité synthétique, etc. L'aspect dynamique, évolutif de la science. Pardon. Il y a des similitudes qui sont certes partielles, mais après, ces aspects-là sont considérés, sont se situent dans une perspective extrêmement structuraliste chez Cassirer, une structure intervient à tout le temps chez lui. Donc, on peut demander, est-ce qu'on ne peut pas trouver une forme de dans la mesure où justement il y a cette similitude avec Cassirer, est-ce qu'il n'hérite pas d'une partie du structuralisme de Cassirer, Cavaillès? Merci beaucoup pour cette question. Alors, je ne peux pas répondre vraiment dans les détails de Cassirer, mais je suis d'accord avec ce rapprochement. Alors déjà, d'un point de vue, je dirais, historique, sans doute, il y a beaucoup d'éléments qu'on peut retrouver chez Cavaillès qui vient. Déjà, Cavaillès, il ressort d'une tradition qui est à la base néo-kantienne et qui est celle plutôt de Brunswick. Et chez Brunswick, on trouve beaucoup d'éléments qui viennent de
Cassirer. Du coup, d'un point de vue des liens historiques et des références, sans doute il y a ce contexte commun. Du coup, de manière générale, je te dirais que oui, c'est un rapprochement qui est aussi stimulant, si vous voulez, dans certains points de vue. Après, le problème, c'est que chez Cavaillés, on insiste toujours sur l'aspect dialectique de sa pensée, l'idée que la philosophie de Cavaillés, c'est une dialectique du concept. C'est réflexif aussi. Oui. Et, on n'a pas ça chez Cassirer. Et voilà, si je peux juste... je ne suis pas en mesure de répondre dans les détails chez Cassirer, mais je suis absolument d'accord avec ce rapprochement et je dirais que ce problème, cet élément dialectique fort, au moins dans les interprétations de la pensée de Cavaillés, c'est peut-être le fait qu'il devait être approfondi pour développer mieux ce rapprochement. Peut-être aussi l'idée de forme symbolique de Cassirer. Il faut retrouver quelques traces, je ne sais pas si ça s'approchement dans une réalité textuelle, mais s'il y a quand même des assonances. Oui, des réflexions sur le signe. Oui, bien sûr. En tout cas, c'est vrai que la structure, ça se dit vraiment des classes multiples, et du coup, surtout à l'époque. Oui. Et du coup, en fait, on a des fois, on écrase un petit peu sur une structure du En tout cas, merci beaucoup. Merci. On a quelques minutes avant de partir. Je vais profiter pour faire un petit peu de publicité grâce à cette station de